Alors bonjour à tous, merci beaucoup d'être là, comme d'habitude. Ici nombreux pour un matin si tôt, me dit-on, mais bon. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui Benjamin Brice, auteur d'un livre sorti récemment qui s'appelle La sobriété gagnante, que vous avez tous bien sûr sur vous, et qui est sous-titré Pouvoir d'achat, écologie, déficit, comment sortir de l'impasse. Alors Benjamin, lui, au départ, est diplômé de l'ESSEC. Et après un cours intitulé Philosophie et commerce à l'ESSEC, il s'est dit « Ah, la philosophie, ça peut être intéressant ». Et il est parti faire un master en philo à la Sorbonne. Et s'est lancé dans une thèse de sciences politiques à l'EHESS. Sa thèse portait sur un sujet qui n'avait rien à voir avec la sobriété gagnante, et qui portait sur les relations internationales et la critique en fait de la démocratie libérale et du commerce débridé comme solution pour arrêter les guerres, pour faire très très simple. Je résume beaucoup, c'est une thèse de quelques centaines de pages, j'imagine. Mais ça l'a rendu quand même sensible à l'aspect relations internationales, commerce international, concurrence, etc. Et ce qui est intéressant dans son livre, donc La sobriété gagnante, c'était pas le point de départ de Benjamin. Au début, l'idée c'était quelles sont toutes les difficultés que notre pays traverse et comment y faire face. Et puis de fil en aiguille à peu près, et en tout cas le livre de ce point de vue-là est assez étonnant parce qu'il est assez dense, aborde beaucoup de sujets, et à chaque fois on aboutit quand même à la solution de la sobriété de façon assez forte. Donc tout converge en fait vers cette idée de sobriété comme une solution un peu à tous les maux de la société actuelle. Il va nous en parler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il commence et il finit par l'aspect science politique finalement, c'est-à-dire l'erreur de jugement de nos gouvernants depuis des années qui focalisent, on va reparler sur la compétitivité, sur les exportations et autres, alors que d'après lui, justement, l'idée c'est, face à ce déficit de commerce extérieur monstrueux, eh ben, si ça ne marche pas, de focaliser sur les exportations et autres, je synthétise vraiment beaucoup, excusez-moi Benjamin, focalisons-nous plutôt sur les importations et changeons de façon de consommer. Alors le souci de ça, c'est que c'est vrai que cette obsession de la croissance, nous on l'avait un peu effleuré, on avait fait une note au Club des Vigilants en 2016 de mémoire, qui s'appelait « Comment s'adapter à une croissance faible ». Au début, le groupe de travail s'appelait d'ailleurs croissance zéro, carrément. Donc on sent qu'on est au bout d'un cycle. Et donc, pour réduire, parce qu'en fait c'est ça la sobriété, c'est la définition qu'en donne Benjamin, c'est réduire notre consommation de matière et d'énergie. Et donc nos importations qui polluent, parce que quelqu'un m'a écrit, mais comment l'empreinte écologique de la France, elle est très bonne, etc. Elle est bonne, oui, si on ne compte pas les importations, ça c'est clair. Mais comme on importe de plus en plus, qu'on creuse notre déficit, enfin bon, c'est un cercle vicieux. Mais donc comment faire pour que cette sobriété, elle n'atteigne pas justement les classes les plus défavorisées, on va dire, qui souffrent déjà terriblement du système actuel, et lutter contre ces inégalités sociales. C'est un sujet qui semble cher à Benjamin dans son livre, il l'aborde plusieurs fois. Donc comment faire ça? Comment réussir à faire sobriété, donc réduction, et en même temps cohésion sociale, on va dire. C'est à vous, Benjamin. Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation, et merci au Club des Vigilants pour l'invitation. Donc, si j'ai bien compris, j'ai une vingtaine de minutes. Exactement. Donc, pour essayer de vous présenter rapidement le propos du livre, qui est assez dense, donc je vais en dire un peu. Dans les questions, on peut bien sûr revenir sur tous les points qui ne seraient pas très clairs ou quoi que ce soit de ma présentation. Donc, comme le disait Anne très justement, mon point de départ, c'était les difficultés que connaît la France. Et je crois qu'il y a un consensus dans une bonne partie de la population pour dire que la France traverse de nombreuses difficultés. En tout cas, que ça ne va pas très bien. En 2017, donc, le Front National de l'époque arrivait à nouveau au deuxième tour des élections présidentielles. Un an et demi après, il y a eu les Gilets jaunes, de nombreuses tensions sociales. On a connu une nouvelle crise récemment et donc de plus en plus de difficultés économiques. Et s'ajoute à cela le fait qu'il y a toutes les contraintes extérieures liées au réchauffement, au changement climatique qui pose de nombreux défis pour le pays. Et en plus de ça, des menaces géopolitiques qui sont de plus en plus fortes, comme on l'a vu récemment avec la guerre en Ukraine. Donc j'ai, comme beaucoup de personnes, essayé de partir de là.
Mais peut-être que l'originalité du livre, c'est que mon point d'arrivée, c'est la sobriété. En ayant l'idée que la sobriété était sans doute la voie qui permettrait le mieux de répondre à nos différentes difficultés actuelles. Et donc, je vais essayer de vous présenter l'argument rapidement. Donc, il y a beaucoup de manières de caractériser notre situation, mais je pense qu'une manière de le faire, c'est de dire que la France vit au-dessus de ses moyens. Nous vivons au-dessus de nos moyens. C'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup d'accords, mais ça peut être interprété de différentes manières. Donc, je crois qu'il y a trois aspects à ce problème, le fait que nous vivions au-dessus de nos moyens. Premier aspect est écologique. Nous avons une empreinte environnementale qui est trop forte. Il y a eu une grande hausse de notre abondance matérielle après la Deuxième Guerre mondiale, mais nous avons continué, disons, à faire croître notre abondance matérielle, même dans le dernier demi-siècle. Par exemple, aujourd'hui, nous consommons par personne en France 10 kg de plus de viande qu'en 1970. Nous parcourons 3 fois plus de kilomètres par Français qu'en 1970. Nos logements sont plus grands. Nous avons de nouveaux équipements, les appareils numériques, les micro-ondes, etc. Donc notre abondance matérielle a progressé. Le problème, c'est que ce mode de vie, disons, qui repose sur l'abondance, est imité. Et il est imité à travers le monde. Dans les dernières décennies, des centaines de millions de personnes à travers la planète ont commencé à imiter le mode de vie occidental, et notamment dans un pays comme la Chine. Cela a eu pour conséquence la multiplication des pressions environnementales de toutes sortes. Pour prendre juste quelques chiffres, depuis 1950, donc jusqu'à environ nos jours, la consommation d'eau douce à travers la planète a été multipliée par 3, la production d'acier a été multipliée par 8, l'extraction de roches phosphatées a été multipliée par 9, la production de ciment a été multipliée par 31, etc., etc. Et pour prendre une mesure plus globale, la production d'énergie a été multipliée par 10 entre 1950 et aujourd'hui. Pour donner quelques points de comparaison de donc cette arrivée de centaines de millions de personnes dans notre société de consommation, en 1913, au pic de la production de charbon au Royaume-Uni, il y avait une extraction de 300 millions de tonnes de charbon par an. Au pic de la production aux États-Unis en 2001, c'était 1 milliard de tonnes de charbon par an. Et aujourd'hui en Chine, il y a entre 3,5 et 4 milliards de tonnes de charbon qui sont extraits chaque année pour produire notamment de l'électricité. En 3 ans, donc entre 2016 et 2018, la Chine a produit autant de ciment que les États-Unis n'en ont produit au cours de toute leur histoire. Et en termes, par exemple, de déforestation importée liée à la consommation, aujourd'hui, la consommation des Chinois donne lieu à autant de déforestation que la consommation de l'ensemble des Américains. Donc autour de 4000 km² de forêts, notamment de forêts tropicales, qui disparaissent chaque année en lien avec la consommation. Donc la multiplication de personnes arrivant à cette société de consommation pose problème. Et la conclusion de tout ça, c'est que notre niveau de vie, à nous, occidentaux, est trop élevé. Pour prendre juste l'Europe, les émissions de carbone d'un Européen, donc liées à la consommation, c'est 8 tonnes de CO2 équivalent par an. L'objectif pour avoir un monde à peu près durable en termes de neutralité carbone, c'est 2 tonnes, donc une division par 4. L'extraction de matière liée à la consommation d'un Européen, c'est 22 tonnes. Donc de la biomasse, des métaux, des combustibles fossiles et des minerais non métalliques. C'est difficile de tracer une limite, mais il est assez clair que si on veut généraliser ça, il faudrait qu'on soit plutôt en dessous de 10 tonnes par personne à travers le monde, et donc 22 tonnes. Et donc tout l'enjeu qui arrive, c'est que des milliards d'êtres humains encore sur la planète vivent dans une situation de grande pauvreté matérielle et aspirent à notre niveau de vie. Aujourd'hui, donc, on se souvient, un Européen, c'est 8 tonnes d'émissions de CO2. Un Indien, c'est moins de 2 tonnes. Un Africain, c'est moins d'1 tonne. En termes d'extraction de matière, c'est 22 tonnes pour un Européen, c'est 4 tonnes pour un Africain et 5 tonnes pour un Indien. Si jamais tous ces pays commencent à imiter notre mode de vie, les pressions environnementales vont devenir complètement insoutenables à l'échelle de la planète. Donc nous consommons trop de matière et d'énergie.
Le deuxième aspect sur lequel nous vivons au-dessus de nos moyens, c'est le commerce extérieur. Dans les dernières années, le commerce extérieur n'a fait que se dégrader. Cela est dû à quoi? Cela est dû à la facture énergétique. La facture énergétique, c'est quoi? C'est les combustibles fossiles, pétrole, gaz et charbon que nous consommons et que nous continuons de consommer aujourd'hui. À la fin des années 70, au moment des chocs pétroliers, nous avons fait de grands efforts pour réduire notre consommation de combustibles fossiles, notamment avec le programme nucléaire, etc. Mais ce sont des efforts que nous n'avons pas renouvelés dans les dernières décennies. Ce qui fait que dans la dernière période, chaque année, nous avons entre 25 et 75 milliards d'euros de factures énergétiques, donc à régler sous forme d'importation. Et cette facture explose en ce moment. Vous savez que dans les 12 derniers mois, nous arrivons à des records. Là, c'est plus de 80 milliards d'euros dans les 12 derniers mois et il n'y a pas de perspective de chute brutale du prix des combustibles fossiles à l'horizon. Et le deuxième aspect de ce déficit extérieur, c'est la désindustrialisation. La désindustrialisation en France a commencé il y a longtemps, dans les années 70, mais dans la dernière période, nous avons continué à nous désindustrialiser. Entre 2000 et 2020, la France a perdu 1 million d'emplois industriels. Depuis 1982, le taux de chômage des ouvriers en France est en moyenne de 12%. Et donc le solde manufacturier français était positif au début des années 2000, plus 16 milliards en 2002, mais l'année dernière, on a atteint un record, donc 2021, avec 66 milliards de déficit. Comment est-ce possible? C'est que la France a un solde positif sur le luxe et l'aéronautique, mais dans tous les autres domaines, disons toutes les industries traditionnelles que nous utilisons tous les jours, eh bien les déficits s'accroissent. Textile, automobile, matériaux, équipements divers, etc., etc. Donc là, il y a un déficit structurel et la situation ne s'améliore pas du tout. Et le résultat de tout ça, c'est que la France, de plus en plus, s'endette vis-à-vis du reste du monde, et dans une situation de dépendance plus forte sur ces chaînes d'approvisionnement, comme on l'a vu avec l'épisode du Covid, et en plus se met à risque en cas de hausse des prix, risque social, on l'a vu pour les combustibles fossiles, mais ça pourrait arriver également pour les produits manufacturés si les prix se mettaient à augmenter. Donc voilà le deuxième aspect où nous vivons au-dessus de nos moyens. Et le troisième aspect, je crois qu'il n'est pas suffisamment mis en avant dans le débat public, mais qui me paraît très important, c'est la question des contraintes sur les dépenses publiques. Tout le monde le sait, les dépenses publiques ont augmenté dans la dernière période. En part de PIB, c'est plutôt en augmentation. En 2019, donc avant la crise qui fausse un peu les calculs, on était à peu près à 55% de PIB de dépenses publiques. Enfin, si on compare au PIB, parce que ce n'est pas du tout la même chose, mais 55 points de PIB de dépenses publiques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là-dedans, les dépenses de fonctionnement, c'est donc les salaires des personnes travaillant dans la fonction publique et tous les équipements qui leur servent à travailler, donc les dépenses de fonctionnement, elles, n'ont pas augmenté. Entre 1980, donc la fin du mandat de Valéry Giscard d'Estaing, donc avant l'arrivée des socialistes au pouvoir, et aujourd'hui, les dépenses de fonctionnement en part de PIB ont diminué en France. Elles sont passées de 18,1% du PIB à 19,6% en 2019. Ça, comment est-ce que ça s'est traduit? Ça s'est traduit par des mesures d'austérité dans la fonction publique. Il faut comprendre qu'au cours de ces 40 dernières années, il y a eu deux phénomènes. Un, le vieillissement de la population, qui a accru les besoins dans le domaine de la santé, hôpital public, etc. Et le fait que la population française ait été de plus en plus diplômée. Ce qui fait que les études sont plus longues, donc il y a eu plus de besoins d'éducation. Et malgré ça, ces dépenses de fonctionnement ont plutôt eu tendance à baisser, rapportées au PIB. Ça se traduit comment concrètement? Aujourd'hui, nous investissons 1 point de PIB en moins par rapport au milieu des années 90 dans les dépenses intérieures d'éducation aujourd'hui en France. L'université, entre 2010 et 2019, nous mettons 1 000 € de moins par étudiant à l'université aujourd'hui en France, en euros constants bien sûr. Ou pour prendre un autre exemple,
sur le traitement des affaires judiciaires civiles et commerciales. En 2010, la moyenne de durée de traitement en première instance, c'était 280 jours. C'est passé en 2018 à 420 jours. La médiane européenne, c'est 200 jours. Donc ce sous-investissement dans, disons, les dépenses de fonctionnement, ou on pourrait dire dans la fonction publique, a des conséquences graves pour le pays, qui sont une dégringolade dans les classements internationaux, ça se voit pour l'éducation, une augmentation des inégalités, je veux dire les classes supérieures mettent leurs enfants de plus en plus dans le privé, une dégradation des services publics que l'on voit pour l'hôpital public, mais dans beaucoup de domaines, et une certaine accentuation de la désertification du pays, avec beaucoup d'antennes ou beaucoup de services publics qui disparaissent de territoires entiers. Et cela est d'autant plus préoccupant que dans les décennies à venir, nous allons avoir encore de nouveaux besoins. Le vieillissement de la population se poursuit, il va y avoir des besoins en termes de santé, en termes d'accompagnement, etc. Il y a les tensions géopolitiques extérieures qui vont nous obliger à investir quand même plus dans notre défense, contrairement à ce que nous avons fait dans les 3 dernières décennies. Il y a la transition écologique. Il va falloir décarboner, mais il va falloir aussi s'adapter à un changement climatique qui commence à avoir des effets réels sur l'agriculture, sur les territoires, etc. Il va falloir investir dans la recherche et ainsi de suite. Donc le manque de moyens que nous avons pour notre secteur public est, je crois, préoccupant, va nous coûter cher à long terme et est un autre aspect du fait que la France vit aujourd'hui au-dessus de ses moyens. Donc quelle réponse face à cela ? Nous vivons au-dessus de nos moyens, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Je simplifie, mais je crois quand même que le cap socio-économique principal, ou celui qui domine dans l'esprit de nos gouvernants, c'est l'idée qu'il faut que nous nous montrions plus compétitifs, et que c'est comme ça que l'on va s'en sortir. C'est quelque chose qui est, je veux dire, dans l'atmosphère intellectuelle du pays depuis les années 80, mais depuis au moins les 3 derniers mandats, disons le mandat de Nicolas Sarkozy, ce sont des politiques qui sont clairement mises en avant. Il faut que la France rattrape son retard de compétitivité, et notamment par rapport à l'Allemagne. Le grand drame, en quelque sorte, qui a beaucoup marqué, je crois, les élites françaises et que l'on enseigne encore en classe préparatoire, à Sciences Po, à l'ENA, c'est 1981. En 1981, la politique de relance des socialistes a amené au chômage de masse, déficit commercial, parce que dans une économie ouverte, on ne peut pas se permettre de mener une politique qui nuit à la compétitivité. Et depuis lors, je veux dire, c'est encore le discours, par exemple, d'Emmanuel Macron, il y a un retard à rattraper dans ce domaine, un retard de compétitivité. Emmanuel Macron écrivait dans son livre de campagne, donc en 2016, « Chaque jour, notre pays s'affaiblit de ne pas être adapté à la marche du monde ». Et depuis lors, nos gouvernants ont décidé, d'adapter la France à la mondialisation, notamment à travers l'Europe, avec des politiques de libéralisation, de libre-échange, etc. Les leviers principaux de ces politiques de compétitivité, c'est la baisse du coût du travail, avec notamment les exonérations de cotisations sociales, plus de flexibilité sur les contrats, sur les horaires, etc. Une baisse de l'imposition du capital, baisse de l'imposition des bénéfices des entreprises, et là, avec Emmanuel Macron, baisse de l'imposition sur la suppression de l'ISF, enfin la transformation en IFI, et toujours, pour financer tout ça, parce que tout ça a un coût, la maîtrise des dépenses publiques qui arrive à ce que l'on a vu sur les dépenses de fonctionnement. Donc, ces politiques de compétitivité demandent des efforts, bien sûr, mais les promesses sont importantes. C'est redresser enfin notre situation économique qui va permettre à la France d'aller à nouveau de l'avant. Cette argumentation se comprend tout à fait, mais il faut aujourd'hui tirer le bilan de ces politiques. Et le bilan, je crois, n'est pas spécialement positif. Le déficit commercial atteint, comme on l'a vu, des records. Le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français. La défiance vis-à-vis du monde politique est énorme dans le pays.
Les tensions sociales sont réelles et ne vont pas s'arranger avec l'inflation, liées à la hausse des inégalités, des situations de précarité, etc. Donc au final, il me semble que ces politiques de compétitivité qui pouvaient se justifier à l'époque, aujourd'hui, sont inadaptées face aux défis que nous avons à relever. Et pour rappeler ces trois défis, il y a bien sûr donc l'écologie, nous vivons au-dessus de nos moyens sur le plan écologique. La compétitivité avec l'ouverture à la concurrence étrangère a permis de procurer à toute la population des prix bas, mais ça, ces prix bas ont augmenté notre abondance matérielle et vont directement en contradiction avec nos objectifs environnementaux. Et en plus de ça, la délocalisation d'une partie de notre appareil industriel fait que nos produits viennent en général de pays qui ont des normes de production environnementale beaucoup plus faibles que les nôtres. Quand nous achetons un ordinateur fabriqué en Chine ou une berline assemblée en Allemagne, nous consommons du charbon parce que dans le mix électrique de ces pays, le charbon a une part non négligeable. Le deuxième aspect, c'est donc l'aspect commercial. Oui, nous nous sommes concentrés sur la hausse des exportations et les exportations relativement au PIB augmentent en France, mais malheureusement, les importations augmentent encore plus vite. Dans la dernière période, ça s'est vu clairement. Ce qui fait qu'en fait, à force de se concentrer sur la production, nous oublions la consommation, et la consommation est quand même le facteur numéro 1 de notre déficit extérieur. Et le troisième aspect, c'est bien sûr les dépenses publiques ou le manque, disons, de dépenses d'avenir pour préparer les décennies à venir. Et là, le problème, c'est que la baisse du coût du travail s'est traduite par une baisse des cotisations sociales. Si on compare à la situation de 1990, aujourd'hui, il y a un manque à gagner pour la sécurité sociale de 190 milliards, enfin en 2019. Ces 190 milliards, comment est-ce qu'on les retrouve? Sous forme de nouveaux impôts qui sont en général des impôts non progressifs, donc qui pèsent plus fort sur les classes populaires, la CSG, des impôts sur la consommation, etc. Sous une forme d'une certaine austérité que l'on a vue dans les services publics et sous forme d'un déficit public plus important, car le déficit public, si on prend les dernières décennies, a augmenté à chaque fois. Donc je crois qu'à nous obstiner dans cette direction, nous n'arriverons malheureusement pas à grand-chose. Et c'est ça qui procure aujourd'hui, enfin qui donne aujourd'hui à une bonne partie de la population en France un fort sentiment d'impuissance, l'impression que l'on fait des efforts mais que la situation ne change pas, que nous sommes dépassés par les événements, et également une très forte impopularité des gouvernants au sein de la population. Au premier tour donc, de 2022, il y a seulement 42% des électeurs qui ont voté pour des partis dits de gouvernement. Au second tour, si on prend l'ensemble des inscrits, il y a seulement un quart, enfin même pas un quart des inscrits qui ont voté par adhésion, donc en déclarant par adhésion, pour le programme d'Emmanuel Macron. Électoralement, pour l'instant, ça n'a pas changé les choses parce que beaucoup de personnes se sont résignées et ne votent plus, mais il y a clairement une impopularité très forte des politiques en place. Et donc la thèse, en tout cas la thèse de ce livre, c'est que le problème, c'est que nous faisons les efforts dans une mauvaise direction, alors qu'aujourd'hui, nous aurions intérêt à plutôt promouvoir la sobriété. Et donc je finis là-dessus, mais comme nous reviendrons pour les questions, je vais rapidement, et mes 20 minutes sont presque passées. Donc, l'idée, c'est que la priorité, maintenant, ne devrait plus être la production et les exportations, mais la consommation et les importations. Notre intérêt, et là il y a une convergence entre nos intérêts, disons, environnementaux et nos intérêts collectifs français, c'est de consommer moins de matière et moins d'énergie. Pour prendre des exemples pour rendre les choses plus concrètes, si on augmentait par exemple la durée de vie de nos équipements informatiques, disons les téléphones et les ordinateurs, quelles seraient les conséquences? D'abord, c'est moins d'extraction. Par exemple, juste pour nos besoins numériques à nous Français, ça suppose l'extraction à travers le monde de 4 milliards de tonnes par an de roches, de sédiments, etc., pour extraire tous les matériaux dont on a besoin. Donc moins de pollution.
C'est moins de déficit commercial. En 2019, rien que pour les ordinateurs et les téléphones, nous avons 18 milliards d'euros de déficit commercial. C'est presque un point de PIB. Et c'est moins de contraintes sur le pouvoir d'achat, car le renouvellement incessant de nos équipements informatiques, poussé par la publicité, par les réseaux sociaux, etc., pèse quand même lourdement sur le budget des ménages, et notamment le budget des ménages modestes. Pour les ouvriers, en part du budget, les dépenses numériques sont 2 fois plus importantes que pour un ménage de cadre, par exemple. Ou pour prendre un autre exemple sur l'association entre sobriété et relocalisation, si, disons, les personnes qui peuvent se permettre, donc les classes supérieures, achetaient un t-shirt fabriqué en France à 39 € au lieu d'en acheter 3 à 13 € fabriqués en Chine, c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il y a moins de t-shirts et en plus en France, ils émettent moins qu'en Chine. C'est plus d'emplois et plus de recettes fiscales. Donc il y a un effort important de sobriété, moins de consommation, mais qui est tout à fait gagnant au point de vue macroéconomique pour le pays. Car il faut bien voir que la sobriété et les relocalisations ont un certain nombre de convergences. Produire localement, c'est moins de transport, c'est des normes environnementales qui sont plus strictes, c'est une électricité qui est bas carbone, nous avons cette chance pour l'instant en France, et c'est également une remise en cause de nos modes de vie qui étaient fondés sur une abondance qui reposait sur les prix bas. La relocalisation d'activités industrielles traditionnelles, ça suppose une certaine augmentation des prix et donc une remise en cause de nos modes de consommation. Et dernière chose et non négligeable, dans les enquêtes d'opinion, les personnes qui sont les plus en faveur de la relocalisation d'activités traditionnelles, ce sont les classes populaires en France. Donc pour résumer, les bénéfices, il me semble que l'on peut attendre des politiques de sobriété associées à des relocalisations industrielles. C'est d'abord un certain rééquilibrage territorial et rééquilibrage entre classes sociales. L'avantage des activités industrielles, c'est que c'est en dehors des métropoles et que ça permet d'engager aussi des membres des classes populaires, donc redonner une place aux classes populaires dans la valeur ajoutée. Dans la dernière période, nous avons eu l'impression que la valeur ajoutée se concentrait chez les cadres travaillant dans les services de pointe au sein des métropoles, et donc revenir là-dessus. La deuxième chose, c'est un rééquilibrage des efforts. Dans la dernière période, l'ouverture à la mondialisation a été quand même beaucoup plus bénéfique pour les classes supérieures qui ont bénéficié, disons, de toutes les opportunités d'un monde ouvert, alors que les classes populaires ont été mises en concurrence avec les classes populaires du monde entier. Donc les efforts de sobriété ne pourront advenir que si on commence à mettre à contribution les classes supérieures, qui ont plus de marge de manœuvre financière, qui ont une consommation qui est plus lourde et plus émettrice de gaz à effet de serre que les classes populaires, et surtout qui fixent les normes de consommation au sein de la société. Si nous avons des voitures de plus en plus lourdes aujourd'hui, c'est parce que les cadres ont commencé à en acheter, et petit à petit, ça s'est diffusé au sein de toute la société. Troisième avantage, c'est dégager des moyens pour les dépenses d'avenir. La relocalisation, c'est moins de transferts sociaux parce que moins de chômage, moins de précarité et plus de recettes fiscales, donc plus de moyens pour investir enfin là où on a sous-investi dans la dernière période. Quatrième chose, c'est une baisse de notre empreinte environnementale, gaz à effet de serre, biodiversité, etc. Et qui a aussi un avantage pour le pays en termes diplomatiques. Si la France fait des efforts substantiels et plus importants que les autres, les négociations internationales seront plus faciles pour nous qu'à l'heure actuelle, où forcément tous les pays disent « vous êtes bien gentils, mais vous êtes encore très loin de vos objectifs ». Et la dernière chose, c'est pour notre vie démocratique. Le cap actuel est très impopulaire dans le pays et nous avons absolument besoin d'un autre projet pour essayer de refaire société. Et je crois que les bénéfices d'un cap de sobriété pourraient permettre de rendre cette alternative crédible, en dépit bien sûr des efforts que demande une telle perspective. Donc au final, il y a bien sûr beaucoup de questions. Comment faire? Quels sont les leviers? Comment répartir les choses? Quelles sont nos marges au sein de l'Europe, etc. Mais à mon avis, l'essentiel aujourd'hui, c'est de comprendre que les politiques de compétitivité actuelles ne sont plus en phase avec l'état du monde, sont aujourd'hui obsolètes et ne sont pas capables de relever les défis auxquels nous avons à faire face.
et qu'il y a donc un changement intellectuel à opérer au sein des élites économiques et politiques de ce pays. Et donc c'est à ce changement intellectuel que ce livre, donc La sobriété gagnante, entend contribuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dès le début, on part sur une introduction dans le livre sur comment vous avez dit, je l'ai noté, puis je l'ai oublié, les erreurs de jugement de nos dirigeants, et que vous finissez par un nouveau projet politique, finalement, plus ou moins politique économique, bien sûr, mais dans un contexte qui a complètement été modifié radicalement, même depuis une dizaine d'années. Comment vous pensez pouvoir convaincre, en dehors d'intervenir au Club des Vigilants, et faire avancer ça parce qu'on est quand même, on prend le problème complètement à l'envers de ce qu'il est pris aujourd'hui. Vous imaginez des pistes, et après Alors, des pistes pour convaincre les dirigeants oui, parce ou que c'est un état d'esprit, un projet de société différent, une nouvelle façon de prendre en compte l'intérêt général. C'est très complet, on va dire. Alors, je pense que l'opportunité qu'on a aujourd'hui, c'est que les crises s'enchaînent. Les gilets jaunes, Covid-19, la sécheresse, la crise climatique, la guerre en Ukraine. Je veux dire, toutes les certitudes sont remises en cause. Je veux dire, si j'avais sorti ce livre en 2017, je pense que convaincre qui que ce soit parmi les gouvernants était cause perdue. Je crois qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, avec tout ce que nous vivons, tout le monde est un petit peu à la recherche de savoir comment est-ce que l'on pourrait faire autrement. Donc il me semble qu'il y a une opportunité. Ensuite, concrètement, comment arriver à atteindre les cercles de pouvoir, c'est quelque chose de plus compliqué, mais disons ce genre de réunion va dans ce sens. Essayer de dire en tout cas qu'il y a des interrogations légitimes et il faut travailler là-dessus. Alors ensuite, comment faire? Comment faire? Dans ce livre, là, ce que je vous ai présenté, disons, c'est le début du livre pour essayer de montrer quels sont les problèmes. Mais il y a bien sûr toute partie sur la question du plein emploi, la question des finances publiques, la question des relocalisations, etc. En France, je crois que quand même, notre problème principal, c'est que disons, les gouvernants ne sont pas du tout dans cette optique. Il n'y a pas du tout d'optique réelle de sobriété dans le pays, parce qu'on a l'impression que moins consommer, ça sera une catastrophe économique. Moins consommer est forcément une chose catastrophique pour le pays. Mais je crois qu'on sous-estime le fait que ce dont on parle en termes de consommation, c'est la consommation matérielle, donc matière et énergie, et cette consommation matérielle en France est très largement importée, ne bénéficie pas directement à l'économie française. Si on prend les chiffres de l'INSEE pour 2015, sur l'ensemble de l'industrie manufacturière, il y a à peu près les 2/3 de la valeur ajoutée qui est importée. Donc il ne s'agit pas de moins consommer, disons, d'hébergement, de restauration, d'activités culturelles, etc., qui ont un impact environnemental en général très faible, mais il s'agit de moins consommer ce qui a un vrai impact environnemental et ce qui, pour nous, est aujourd'hui délocalisé. Et donc là, je crois qu'on arrive de cette manière à relier nos intérêts collectifs et, disons, les intérêts plus globaux liés à l'écologie, sociaux, etc. Est-ce que vous êtes prêt à me donner votre téléphone? A priori non, mais dites-moi pourquoi. Parce que vous m'expliquez qu'on va tout relocaliser, donc que les prix vont être multipliés par 2 ou 3, d'accord? Et qu'on va maintenir la consommation. Donc tout de même, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équation, là, je ne sais pas. Et au passage, ça veut tout de même dire enlever des choses. Alors, on va prendre des questions qui iraient dans le même sens, comme ça évitera de revenir... Alors, monsieur, supposons que ça soit possible de façon globale. Le problème, c'est que on raisonne ici, vous raisonnez en termes de consommation moyenne. Or, les consommations sont très inégales, et comme vous le savez mieux que moi, il y a des catégories
et qui souffrent parce qu'elles ne consomment pas assez, des pauvres ou des gens qui sont vraiment avec une sous-consommation. Donc votre schéma, et peut-être est-ce dans votre livre, suppose une maximisation considérable des transferts sociaux. Ceci n'est possible qu'avec une réduction très forte des inégalités de revenus et donc une autre politique fiscale qui est d'une grande ampleur. Parce qu'autrement, raisonner de façon globale, en effet, un certain nombre de gens autour de cette table peuvent probablement réduire leur consommation sans que ce soit un drame pour eux. Mais dire ça à des millions de Français, à moins que vous l'accompagniez d'une politique de transferts sociaux considérable, qui n'est pas non plus à l'ordre du jour de la classe dirigeante et même peut-être d'une majorité de Français, ça n'a pas grande portée. Voilà, alors, transferts sociaux, réduction des inégalités et sobriété sont, pour mon avis, étroitement liés. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une idée. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une approche un peu plus segmentée par rapport aux besoins élémentaires ? Parce que finalement, un exemple, est-ce que dans le domaine de la médecine, où on considère que être soigné fait partie des besoins élémentaires, est-ce que par exemple là, faut-il de la sobriété ? Est-ce que finalement, il ne vaut pas mieux développer donc, tous les outils qui concernent la médecine plutôt que développer, je ne sais pas moi, la production de bijoux, de voitures haut de gamme dont on n'a pas vraiment besoin. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à avoir une politique publique qui redéfinit un peu les besoins élémentaires, notamment pour les classes défavorisées, même pour tout le monde, et qui oriente en cela la sobriété ? Sachant que pour moi, le téléphone portable fait partie des besoins élémentaires. Exemple, dans les pays d'Afrique, avec le téléphone portable, on a fait beaucoup d'économies, par exemple, sur la santé. Très rapidement, un grand merci pour votre conférence et je remercie Anne parce que ça fait des mois que je la harcèle sur ce sujet. Donc je suis content de pouvoir participer à cette discussion aujourd'hui. Je vais vous challenger parce que j'adhère tout à fait à ce que vous dites, mais comme l'ont dit certains des prédécesseurs, il y a des angles d'attaque par rapport à ce que vous dites. Je vais ramener la question à moi, par exemple. 5 000 € de revenus mensuels. Je me dis, en vous écoutant, que ça serait bien que j'économise 10%, que j'arrête de consommer 10% de ce revenu. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je ne les consomme plus, donc je n'achète plus 500 € chaque mois. Et je pense que j'arriverai à convaincre l'ensemble des participants que c'est un objectif atteignable, probablement insuffisant, mais on doit y arriver à faire 10% de moins et à réduire notre consommation de 10%. Bon, est-ce qu'on pourra arriver à convaincre la France entière ? Il faudrait déjà faire des différences entre les plus aisés et ceux qui sont le plus en difficulté, mais globalement, on peut dire qu'en France, on peut presque du jour au lendemain, réduire notre consommation de 10%. Qu'est-ce qui va se passer ? 10% de chômage en plus, forcément, puisque la consommation, c'est de la production quelque part, ou de l'importation, mais l'importation, c'est quand même... il y a quand même une activité économique sur le territoire français, donc ça va faire 10% de chômage en plus, 10% de recettes fiscales en moins, 10% de recettes sociales en moins. Qu'est-ce que fait le gouvernement pour faire face à cette situation ? Bon, j'arrête là, vous avez compris mon Oui. Je fais dans l'ordre. Donc, le téléphone. Alors, si c'est pas clair, je fais les calculs dans le livre, mais en gros, pour revenir à une balance commerciale équilibrée, il s'agit de réduire les importations de l'ordre de 10-15%. Il ne s'agit pas de vivre en autarcie. La France ne peut pas vivre en autarcie. Je veux dire, nous aurons besoin de combustibles fossiles dans les décennies à venir, et il y a beaucoup de production que nous sommes incapables de faire. Téléphone et ordinateur, c'est le cas. Est-ce qu'à terme, dans les décennies à venir, ce serait bien de développer nos capacités dans ce domaine ? Sans doute, mais là, ce n'est pas le cas. Mais pour le téléphone, il ne s'agit pas de relocaliser, il s'agit de moins consommer de ces produits-là. Mais moins consommer, là, ce sont des produits qui sont importés. Donc, disons, les conséquences pour l'économie française sont quasi nulles. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent économisé ainsi ? Si l'argent qu'on économise ainsi est mis dans les services publics ou est mis dans des consommations liées aux services,
Je veux dire, le calcul est gagnant pour le pays. C'est-à-dire que les 18 milliards de déficit commercial que nous avons là-dessus, si, disons, on fait des efforts légers et raisonnables, on peut gagner quelques milliards remis dans l'économie française. Donc je vois pas très bien quelle est l'objection par rapport au téléphone. Nous allons continuer à avoir des téléphones, nous avons besoin de téléphones, mais nous n'avons peut-être pas besoin d'avoir toujours le téléphone de dernier cri, et surtout nous n'avons pas besoin de changer notre téléphone quand il fonctionne encore. Et là, comment faire ? Il y a énormément de leviers qui sont dans les mains de l'État, d'indices de réparabilité, d'obligations de mettre des garanties plus longues, des normes plus restrictives, favoriser fiscalement le reconditionnement et les réparations, mettre des réglementations sur la publicité pour pas que les gens soient matraqués en permanence par la nécessité de changer ses équipements, etc. Je veux dire, il y a des mesures qui ne sont pas si complexes à prendre, qui pourraient permettre d'avoir un vrai impact dans ce domaine. Oui, et dans votre livre, excusez-moi de vous interrompre, vous parlez aussi du fait que si les classes supérieures se mettent à changer elles-mêmes leur mode de consommation, leur mode de vie, ça peut influencer évidemment les autres. Il y a une sorte de modèle de consommation qu'on dénonce là à travers ce que vous dites, mais qui ne peut pas être suivi comme ça sans qu'il y ait des motivations ne soient pas travaillées, quoi. Oui, oui. Enfin, voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est justement un domaine où c'est assez vertueux, c'est un peu comme les combustibles fossiles, c'est assez vertueux d'en consommer moins sans qu'il y ait vraiment d'impact macroéconomique négatif. Je vais vous faire une transposition sur l'informatique. Il y a 30 ans de ça, on est passé des progiciels paye, client, gestion du personnel, à l'époque des développements internes dans les sociétés au progiciel, d'accord ? 2 ans de travail, le foutoir dans la baraque, etc., etc. Après ça, j'ai dit, moi, je ne referai plus jamais ça. Plus jamais je remets l'informatique à plat, d'accord ? Le lendemain, il m'est arrivé un gars qui avait Windows 11 au lieu de Windows 10 et je ne savais pas le lire. Pof ! Donc, j'ai été obligé de suivre le mouvement de tout le monde. Donc, si vous voulez, les téléphones, c'est pareil. Et si le premier truc, qui est vraiment un gadget, parce qu'on a tout de même vécu, moi, j'ai un certain âge, plus que vous, j'ai tout de même vécu très, 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 très longtemps sans téléphone. Sans téléphone. En 73, en France, vous n'aviez pas le téléphone fixe. Oui, alors moi je rebondis par rapport à ça. C'est qu'il ne faut pas finalement réfléchir de manière isolée. Parce que qu'est-ce que le téléphone portable nous a permis d'économiser ? C'est un tout qu'il faut prendre en compte. Parce que finalement, OK, on a dépensé de l'énergie pour faire du téléphone, mais qu'est-ce qui nous a économisé par ailleurs ? On ne peut pas prendre des sujets de manière complètement isolée. Parce que, en fait, ça, c'est une erreur, à mon avis, fondamentale aussi. Mais alors, je veux dire, je crois quand même que le livre essaye justement de prendre tous les aspects. Pour le téléphone, la grande question, c'est une question, disons, républicaine. C'est à quel point est-ce que la consommation est abandonnée aux libres forces du marché, ou à quel point est-ce que la collectivité peut avoir la main sur la consommation. On voit bien qu'il y a des domaines sur lesquels la collectivité a choisi de peser et voire peser lourdement sur la consommation. La cigarette, par exemple, mais également toute la consommation culturelle. La France est un des seuls pays où il y a encore une industrie cinématographique, etc., etc. Ce sont des choix de consommation qui ont été pris collectivement. Donc la consommation, bien sûr qu'il y a des forces qui nous dépassent en quelque sorte, mais il y a aussi des choix de société et des choix collectifs qui sont réels, et il y a quand même des leviers d'action pour ces choix. Je sais que dans la dernière période, nous avons eu l'impression que la consommation était quelque chose qui évoluait comme ça et sur lequel les politiques n'avaient rien à dire. Mais je crois d'abord que c'est une des raisons pour lesquelles la situation, disons, politique est si tendue en France, et que la population en général a envie que nous reprenions la main sur un certain nombre de choses. Je veux dire, il ne s'agit pas de tout réglementer, tout réguler ou tout obliger, mais la question, c'est savoir qu'est-ce qui va dans le sens de nos intérêts collectifs ou pas. Je veux dire,
on n'a pas forcément besoin d'accepter toutes les évolutions quand elles vont clairement, et là je crois que c'est un exemple clairement, vont à l'encontre de nos intérêts. Alors, je rebondis tout de suite là, sur le téléphone. Oui, bien entendu, je veux dire, je n'ai jamais dit que le téléphone n'avait pas apporté des choses très bien. Je crois que le gain d'un renouvellement incessant de nos équipements n'est pas balancé par un avantage derrière en termes d'économie ou quoi que ce soit. Mais sur la consommation, je veux dire, j'ai tout un chapitre sur le pouvoir d'achat à la consommation. Bien sûr que le téléphone est devenu quelque chose d'indispensable. Vous allez regarder, si vous voulez, en Afrique, mais quand vous regardez les personnes sans domicile fixe en France, elles ont à peu près toutes un téléphone portable. Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de vivre sans un téléphone portable. C'est là où on peut trouver... C'est pas vrai. Non, mais c'est le but. Vous trouvez... Laisse-le finir. Non, je voudrais quand même l'ajouter. Oui, je vais y répondre, mais comme... Oui, non, mais moi, mon idée, c'est qu'en fait, c'est un bilan global qu'il faut faire. C'est parce que c'est pas le fait on reprend l'exemple du téléphone, parce que ça a l'air d'intéresser tout le monde. C'est-à-dire, OK, on dépense pour le téléphone, mais qu'est-ce qu'on a économisé avec des téléphones? Voilà. Je veux dire, je crois que... Oui. Je réponds à monsieur. Ah, pardon. C'est ça, c'est-à-dire qu'économiquement, il ne faut pas prendre des sujets un par un. Il faut savoir par ailleurs qu'est-ce que ça nous a économisé en termes de consommation. Donc c'était une réponse à pas à l'intervenant Benjamin, mais à la personne qui posait une question. Il y a encore deux réponses auxquelles il faut que je réponde, non, peut-être avant de... Oui, répondez d'abord. Alors, je vais répondre donc pour votre question sur la question de disons des budgets, le pouvoir d'achat contraint pour les classes populaires et la sous-consommation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les contraintes sur le pouvoir d'achat ne sont pas liées principalement à la question de sont liées à plusieurs choses. C'est la croissance est faible, voire très faible, et va être durablement faible. Donc le pouvoir d'achat, en tout cas les rémunérations, n'augmentent pas. Deuxièmement, un certain nombre de dépenses contraintes augmentent plus vite que le pouvoir d'achat. Le logement en numéro 1, mais il y a aussi, là récemment, les combustibles fossiles, etc. Et il y a une troisième chose, et qu'on oublie malheureusement trop souvent, c'est que nos normes de consommation, ce que la société nous pousse à consommer, augmentent également. Augmentent donc dans le secteur numérique, dans les voitures, etc. Pour prendre un exemple, en 2010, le prix moyen d'un véhicule neuf, c'était 20 000 € en France. Je parle en euros constants. En 2020, c'était 27 000 €. Ça a augmenté beaucoup plus vite que le pouvoir d'achat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les véhicules neufs ne sont achetés en général que par les entreprises et les classes supérieures. Donc le pouvoir d'achat, le drame du pouvoir d'achat, c'est des rémunérations qui n'augmentent plus, avec en même temps des dépenses contraintes qui augmentent et une société qui nous pousse à consommer toujours plus. Vous pouvez prendre le problème dans tous les sens que vous voulez. Je crois que si nous laissons cet engrenage continuer, nous allons avoir une explosion sociale. Et c'est pour ça qu'il y a un moment, il va falloir qu'on se pose la question de la consommation. Mais là, disons, la lueur d'espoir là-dedans, c'est que la consommation n'est pas... Enfin, la satisfaction ou le bien-être n'est pas seulement lié à notre niveau d'abondance. En 1979, il y a à peu près la moitié de la population qui avait l'impression que son niveau de vie avait augmenté dans les 10 dernières années. En 2019, donc 40 ans après, alors que nous consommons plus, alors que nous avons beaucoup plus de confort matériel qu'en 1979, il n'y a plus qu'un quart de la population qui a l'impression que son niveau de vie avait augmenté dans les 10 dernières années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la consommation, c'est par rapport aux autres, par rapport à ses voisins, par rapport à sa famille, par rapport au pays, etc., etc. Ce qui veut dire que nous avons des marges de manœuvre sur la consommation. Enfin, ce n'est pas parce que nous avons une consommation matérielle moins importante que l'insatisfaction est forcément là. Tout dépend, disons, des normes de consommation de la société. Et vous parliez des transferts sociaux. Je veux dire, mon livre est justement plutôt il faudrait moins de transferts sociaux, mais du travail pour tout le monde. Un des grands drames, en tout cas en termes d'inégalité sociale des 40 dernières années, c'est que nous avons accepté un chômage de masse. Un chômage de masse, vous savez, on voit toujours le chômage visible, mais derrière, il y a aussi le sous-emploi, le halo du chômage, etc., qui fait que dans la population française en 2019, il y avait à peu près un tiers des actifs qui connaissaient une situation de contrainte sur le marché de l'emploi chaque année.
Donc 10 millions de personnes, ce sont des chiffres massifs. Et ça touche beaucoup plus les classes populaires. Donc la priorité numéro 1 devrait être, la relocalisation peut y contribuer, mais ne fera pas tout. La priorité numéro 1 devrait être le plein emploi, notamment pour les classes populaires, pour que justement il y ait moins de dépendance aux transferts sociaux. Pour donc les besoins alimentaires, oui, tout à fait, il faut partir des besoins alimentaires et bien sûr qu'il faut regarder les conséquences dans les différents domaines et les différents secteurs. Je veux dire, je parle de sobriété, mais bien sûr que dans la médecine, il ne s'agit pas de revenir à la médecine des années 70. Et il y a des domaines où nous avons intérêt à utiliser tous les progrès possibles, et il y a des domaines où c'est peut-être moins important. Par exemple, les objets connectés. Les objets connectés, c'est mettre dans tous nos objets électroménagers, etc., de l'électronique, relié à Internet et tout. Bon, il y a un coût environnemental, mais il y a un coût social qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire qu'il va falloir renouveler les équipements, et une fois que ça s'impose, eh ben ça s'impose à tout le monde. Et pourtant, quand on regarde les sondages d'opinion, les gens sont très réticents à arriver là-dedans. Mais dans 10 ans, si ça s'impose, ben, les gens le feront quand même. Là, c'est un domaine où on n'a pas forcément intérêt à avoir des politiques publiques qui poussent à la consommation dans ce domaine-là. Mais dans le domaine militaire, dans le domaine médical, etc., oui, bien sûr, il peut être nécessaire d'aller vers, par exemple, l'Internet des objets. Et pour le 10% de consommation, alors justement, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il ne faut pas réduire sa consommation de 10%. Il faut réduire sa consommation matérielle. Donc si vous... Oui, mais je crois que ce n'est pas du tout la même chose. Si vous achetez, je prenais l'exemple du t-shirt, mais vous pouvez prendre avec tout. Si vous achetez du textile français, vous allez devoir en acheter moins. Mais en termes de consommation... Oui, mais vous allez en consommer beaucoup moins. 1 kilo de textile fabriqué en France, c'est 2 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'un kilo de textile fabriqué en Chine. Et en plus, comme c'est plus cher, vous allez forcément, à budget constant, devoir en consommer moins. Donc, consommer moins de textile, mais acheter du textile local, en termes de consommation dans le pays, c'est plutôt plus positif parce qu'il y a moins de déficit commercial. Et en termes de, disons, d'empreinte matière, empreinte carbone, etc., c'est tout à fait gagnant. La voiture, elle est fabriquée en France. Pardon ? La voiture, elle est fabriquée en France. Aujourd'hui, non. Je n'achète pas de voiture. Aujourd'hui, Est-ce que je reprends ? Alors, juste pour... Si je prends l'exemple d'une Oui. voiture, la voiture, elle est fabriquée en France par des ouvriers français. Donc, garder une voiture 15 ans... Au début des années 2010, sur le secteur automobile, on devait être à quelque chose comme 10 milliards d'excédent commercial. En 2021, donc l'année dernière, nous étions à 18 milliards de déficit commercial sur le secteur automobile. On sait que nous nous sommes complètement désindustrialisés dans le secteur automobile dans les dernières années. Donc, je veux dire, ce qui pèse lourd dans notre consommation, c'est le fait de consommer des véhicules surdimensionnés qui sont en général fabriqués à l'étranger. Les gros véhicules sont fabriqués en Allemagne ou ailleurs, c'est ça le problème. Si on fait l'effort d'acheter une voiture plus petite mais fabriquée en France, je veux dire, globalement, nous nous y retrouverons tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut surtout pas raisonner en se disant qu'il faut baisser de 10% notre consommation en termes monétaires, parce que là, effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est une catastrophe économique. Il faut réduire notre consommation matérielle en essayant soit de réduire juste notre consommation matérielle comme pour le téléphone, mais utiliser notre argent du coup pour des services ou pour d'autres choses, soit dans la mesure du possible quand c'est possible, privilégier la production locale pour que ce soit l'agriculture ou l'industrie, qui permet pour un même montant payé, vu que les prix sont plus élevés, de moins consommer matériellement, mais de ne pas avoir d'effet négatif sur la consommation globale au niveau du pays. Donc il ne faut surtout pas raisonner en disant « je vais réduire ma consommation de 10% en valeur ». Ce qu'il faut, c'est réduire en empreinte matérielle et réfléchir à cette question de où sont fabriqués les produits que je consomme. Alors pour revenir sur la voiture, excusez-moi, mais on a eu Nicolas Meillan qui est intervenu au Club des Vigilants il y a à peu près 1 an sur la réindustrialisation, une chance pour l'écologie, c'était le titre de mémoire, et qui montrait un tableau, enfin qui nous décrivait, sur les 20 premières voitures vendues en France, il y a une Française, une Zoé, c'était la Zoé, c'était la Zoé, avec une batterie à l'époque pas encore polonaise, donc même pas européenne, puisqu'elle était fabriquée en Chine. Donc on est effectivement dans une logique de dépenses d'importation. Mais par exemple, pour la batterie de la Zoé, je crois que ça doit être à peu près la taille de la Zoé. Une batterie fabriquée en Chine, c'est 7 tonnes de CO2.
en Pologne, parce que maintenant c'est en Pologne, c'est 6 ou 7 tonnes de CO2. Si elle était fabriquée en France, c'est 3 tonnes de CO2. Ça a quand même une influence énorme sur les émissions de gaz à effet de serre et avec les bénéfices sociaux et économiques que l'on connaît. C'est pour ça que la France, je crois, au sein de l'Europe, ou peut-être même au sein du monde, a une position très particulière qui est que nous sommes beaucoup désindustrialisés, nous sommes en déficit extérieur très fort, ce qui n'est pas le cas des principaux pays européens, et nous avons intérêt à faire converger donc nos engagements écologiques avec nos intérêts économiques liés à une certaine relocalisation. Je voudrais juste, sans contester rien du tout de ce qui a été dit, vous pouvez contester. Vous interpellez sur les chances votre opinion sur les chances de succès du mot sobriété, ouais. Qui a des impacts philosophiques, politiques, etc., qui quelque part est une apologie d'un slow, en tout cas d'un slow sélectif, mais enfin par rapport au faste de la défense, de la compétitivité, etc. Et quelles sont les chances de succès idéologique, je dirais, du mot sobriété, qui est quand même demande à des aspects moralistes cachés derrière, etc. C'est juste une interpellation sur le mot lui-même. Effectivement, c'est une question très intéressante, c'est-à-dire que le titre sobriété gagnante, j'ai dû le trouver en décembre de l'année d'avant. On n'en parlait pas encore du tout. Effectivement, c'était peut-être un petit peu audacieux. Aujourd'hui, ça s'est imposé dans le discours politique. Bon, c'est pas non plus, c'est pas du tout l'alpha et l'oméga de la politique du gouvernement, mais le mot s'est imposé. Et je veux dire, le mot existe. La grande question, c'est savoir, est-ce que ce mot peut vraiment entrer en résonance avec les préoccupations des classes populaires ? C'est une question ouverte, je ne suis pas tout à fait convaincu, effectivement. Moi, je veux dire, j'ai axé mon livre sur les classes supérieures ou, disons, les gouvernants, et c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot. Ça ne me paraît pas impossible, mais ça demande à être prouvé. J'en suis pas sûr. Disons, je crois que, l'objet, le but de sobriété, me paraît toujours tout à fait pertinent. Enfin, je veux dire, j'entends les objections, mais me paraît tout à fait pertinent. Mais est-ce que le mot va suffire ? C'est pas évident. Je pense qu'il va falloir plus, pousser du côté de la relocalisation, du côté des avantages en termes de services publics, etc. Moi, je voulais et je partageais des idées, des solutions, en fait. Vous parlez d'une voiture à 27 000 €, mais Dacia va sortir une électrique à 12 000 €. Et d'ici 5-6 ans, les Chinois auront inondé leur marché avec leurs propres voitures et amèneront des voitures à 8 000 € sans concessionnaire sur le marché européen, parce qu'il y a des façons aujourd'hui de vendre et d'entretenir des voitures qui seront différentes. Est-ce qu'on peut réussir sans remettre des droits de douane ? Giscard, en 80, avait mis 3% de quotas d'importation sur les japonaises. Moi, c'était des grands débats dans ma famille entre le patriote qui achetait français, et puis celui qui achetait une voiture étrangère et qui paiera nos retraites. Et moi, j'ai une notion qui m'intéresse, c'est la sobriété juste, le juste prix. Toutes les notions de paix économique développées par l'école de management de Grenoble. Donc la paix économique, c'est le juste prix. C'est ce que font nos enfants avec Yuka, quand ils disent « je ne veux pas consommer trop de sucre, trop de graisse, ou des produits de beauté ». Qui ont des produits qui sont pas bons pour ma santé, je check le prix avec mon téléphone portable. Moi, je rêve d'un monde où on puisse, sur chaque produit, avoir le vrai impact écologique. Et je pense que dans quelques années, quand on sera au Club des Vigilants, on sera chacun en train de se dire « et c'est quoi ta tonne de CO2 ? T'en es à combien de tonnes ? Est-ce que tu es à 8 ?» Moi, si, je suis déjà en train de baisser, parce que moi, je suis au-delà des 8 tonnes. Mais je me soigne, je commence à me soigner. Voilà. Et ce côté, plutôt que de dire que ça sera étatique, oui. Est-ce qu'il ne faut pas remettre des droits de douane aux frontières ? Parce que les véhicules chinois ou d'autres pays nous envahiront. Donc est-ce qu'on se reprotège pour réindustrialiser ? Ou est-ce qu'on continue à penser que ça va marcher comme ça ? Et puis moi je crois beaucoup aux consommateurs. Et ça commence toujours par un petit nombre. Et qui achètent juste. Voilà. Et quand ils achètent un produit, c'est de dire « ok, j'achète français, mais voilà, ça baisse ma consommation de CO2 ».
Alors merci. Les droits de douane, c'est sûr que c'est une vraie question. Dans le livre, j'ai essayé de faire avec, disons, les outils qui sont directement à portée de main, parce que les droits de douane, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je crois que nous avons quand même des leviers en dehors de ça, en termes de fiscalité, en termes de réglementation, en termes d'étiquetage, il y a quand même beaucoup de leviers qu'on pourrait activer pour, disons, essayer de mieux faire converger notre consommation et nos intérêts collectifs. Mais c'est clair qu'à terme, il va falloir se poser la question. J'ai l'impression que dans les dernières années avec les crises et tout, l'Europe est un peu moins sûre de son modèle de libre-échange et un peu plus défiante vis-à-vis de la Russie, bien sûr, mais aussi de la Chine. Donc peut-être que les choses vont bouger. Et vous avez sans doute raison sur le fait qu'à terme, il va bien falloir mettre des droits de douane sur le carbone ou peut-être sur certaines importations, etc., pour que ça marche. Mais disons, dans le livre, j'ai essayé de partir de l'existant. Mais je crois qu'à terme, il faudra sans doute le faire. La question du juste prix me paraît effectivement primordiale parce qu'en fait, nous avons bénéficié de plus en plus d'une baisse des prix dans les dernières décennies. Mais nous nous rendons compte que en fait, cette baisse des prix est artificielle dans le sens où un certain nombre d'externalités sociales, environnementales, etc., ne sont pas prises en compte dans ces prix bas. Donc nous avons en quelque sorte, nous sommes habitués à avoir des prix excessivement bas. D'ailleurs, c'est vrai pour les biens matériels, mais je crois aussi que c'est vrai pour un certain nombre de services, que ce soit les services à la personne, que ce soit la sécurité. Je veux dire, nous, habitants en région parisienne, tous les gens qui font vivre, disons, les métiers invisibles qui font vivre Paris, des gens qui n'habitent pas en général Paris, nous sommes habitués à ce que ce travail soit très peu rémunéré et soit rémunéré par derrière par l'État sous forme de primes d'activité, sous forme de transferts sociaux, etc. Donc la vérité des prix, je crois, est quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir et la parole publique devrait davantage insister sur le fait que nous sommes habitués à payer des prix excessivement bas et derrière, en tant que contribuables, à payer beaucoup d'impôts pour compenser ces prix bas. Pour les consommateurs, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, il faut miser sur tout. Il faut miser sur les entreprises, il faut miser sur les consommateurs, il faut miser sur les gouvernants. Tous les leviers sont activés. Mais une des grosses limites aujourd'hui qu'on a pour les consommateurs, je crois, c'est le défaut effectivement d'étiquetage. Aujourd'hui, il est difficile, vous voyez dans les supermarchés, il y a par exemple des drapeaux français sur tous les produits, mais on a beaucoup de mal à savoir qu'est-ce qui est réel, est-ce que c'est juste designé, etc., etc. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait un étiquetage environnemental beaucoup plus clair, en tout cas au moins pour le carbone, mais également un étiquetage sur la valeur ajoutée qui est produite en France ou qui est produite en Europe ou qui est produite ailleurs. Donc, même les consommateurs, disons, qui ont envie de faire des efforts, etc., ont besoin d'infrastructures derrière qui les aident à guider leur choix. Et là, c'est pour ça que je crois que l'État ou les gouvernants ont un grand rôle à jouer, parce que ça, cet étiquetage ne peut s'imposer que s'il y a, des décisions publiques derrière ça. Oui, merci. Le débat qu'on commence à avoir est extrêmement intéressant. On comprend que donc, quand vous dites sobriété, vous ne pensez pas à moins de consommation, mais vous pensez mieux de consommation. Et notre discussion montre qu'on peut facilement s'engueuler sur ce que c'est que mieux consommer. Chacun a son petit avis, et on a aussi un débat idéologique, c'est-à-dire est-ce que c'est chacun qui décide pour soi, ou est-ce que c'est la collectivité qui décide pour moi? Et là-dessus, on est parti au moins pour 200 ans, puisque ça fait déjà 2000 ans qu'on en débat, on est parti pour au moins 200 ans de débat. Et puis ce qui émerge dans le débat, c'est qu'en fait, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres et qu'il faudrait suivre. Et on est exactement arrivé à ce point où on dit, bah oui, mais en fait, on a quand même un grand défi qui est le climat. Et le climat, après 40 ans de travaux, on sait que ça se mesure avec l'équivalent CO2. Et donc on est un certain nombre, c'est là-dessus que j'aimerais avoir votre avis, on est un certain nombre au Club des Vigilants qui croyons à l'initiative carbone sur facture. Cette initiative dit qu'en gros, chaque produit et chaque service, à chaque étape de la production et de la consommation, est accompagné par son poids en CO2. Avec évidemment aux frontières, non pas une taxe, mais une obligation d'indiquer ce poids, ou
un barème carbone douanier qui l'indique si l'importateur n'a pas fait l'effort de le calculer. Alors vous disiez, oui, c'est très important l'étiquetage carbone, il n'y a que l'État qui peut le faire. Et en fait, l'État est bloqué depuis 12 ans, ça fait 12 ans qu'il essaie de le faire, mais il a une méthode qui impose un bilan carbone à chaque boîte, que seules les très grosses boîtes peuvent appliquer et que les PME n'arriveront jamais à appliquer. Et donc nous avons inventé une nouvelle méthode qui fait qu'en fait ça se fait par enchaînement depuis les producteurs primaires de carbone jusqu'à tout au bout du cycle de consommation, qui fait que même une PME volontaire peut s'y coller. Et donc nous voudrions savoir si ce que vous pensez de cette approche complètement décentralisée par l'information et si vous seriez prêt à l'appuyer. Alors, oui, il y a Anne qui m'avait partagé le lien, mais je n'ai pas tout regardé. Je veux dire, l'initiative me paraît très bonne, et plus on aura d'informations sur la consommation, mieux ce sera. Je veux dire, la part de consommateurs prêts à faire des efforts ou ayant les moyens de faire des efforts est sans doute faible, sans doute en croissance, mais un des leviers, en tout cas un des obstacles, les études d'opinion le montrent, c'est le manque d'information. On a un petit peu de mal. Donc je n'ai pas regardé le détail, mais si effectivement ça permet d'être fait de manière simple pour les PME et comme ça, je veux dire de manière globale, quoi, qu'il n'y ait pas de fuite ou d'oubli, c'est une excellente chose, me semble-t-il. La chose qu'il faut bien regarder, parce que c'est souvent un des biais dans les bilans carbone, c'est de voir en termes de granularité selon les lieux de fabrication des différents produits. Car parfois, dans certains bilans carbone, on utilise des valeurs moyennes, mais des moyennes mondiales. Mais forcément, quand on produit un bien dans un pays, par exemple, comme la Chine, ou dans un pays avec une électricité très décarbonée, le bilan carbone est très différent. On entend par exemple beaucoup parler de la viande, 1 kg de bœuf, tant de kilos de CO2. Mais forcément, quand c'est de la viande de bœuf élevée au Brésil sur des terres qui ont été déforestées, ou quand c'est de la viande de bœuf qui a été élevée, je ne sais pas, dans le Massif central, sur des prairies permanentes, le bilan carbone n'a rien à voir. Même chose pour le textile, etc. Donc il est très important dans ce genre d'initiative, je ne sais pas du tout comment c'est fait concrètement derrière, mais de bien mettre en valeur ces différences pour que justement le consommateur ait un levier pour améliorer son bilan carbone en lien notamment avec les lieux de production des différentes choses. Consommer 1 kg de textile selon le lieu de production, ce n'est pas la même chose. Et là, justement, je crois que la France a un avantage, au sens où les productions locales ont en général un bilan environnemental, mais notamment carbone, meilleur que beaucoup d'autres. Donc c'est juste l'interrogation que j'ai, c'est à quel point est-ce que ces différences sont prises en compte. Mais sinon, sur l'initiative, elle me paraît tout à fait louable. Votre réponse m'a bien plu. Je crois qu'il faut effectivement bien... Je suis heureux. Oui, non, mais c'est pour ça que c'était un peu lapidaire comme question, mais c'est important de préciser la façon de consommer. Et je pense qu'il y a actuellement un mouvement qui se développe, qui fait tache d'huile très rapidement, c'est le recyclage des appareils. Mon téléphone, je l'ai acheté sur Back Market, le précédent avait 6 ans, 7 ans, iPhone 6, ça ne suivait plus vraiment au niveau des logiciels, avec le 12, c'est un saut technologique, mais il vient du recyclage. Et puis un deuxième point, c'est vous ne parlez pas de l'Europe, parce que agir tout seul en village gaulois, c'est sympathique et on aime bien, mais on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, rien ne bouge réellement si ça n'est pas validé au niveau de Bruxelles. Alors, oui, pour reconditionnement, etc., ce sont des choses qui se développent et c'est très bien. Mais par exemple, récemment, il y a quelque chose qui allait contre. Il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, une taxe liée aux droits d'auteur qui est reversée pour tous les droits d'auteur sur tous les appareils neufs. Et là, il y a eu un débat au Sénat pour l'imposer également sur le reconditionné. Ce qui fait que sur le reconditionné, maintenant, il y a une taxe liée à, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur les droits d'auteur. Bon, ben là, il y a des choix fiscaux qui pourraient être faits de privilégier le reconditionné, quitte à plus fortement taxer les appareils neufs.
là pour prendre un levier fiscal. Pour l'Europe, oui, vous avez tout à fait raison, mais en même temps, je veux dire, la pente naturelle de nos gouvernants est de toujours dire « ça c'est très bien, mais ça doit se faire au niveau européen ». Que ce soit les super profits, que ce soit... Et à chaque fois, ça doit se faire au niveau européen. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les intérêts des différents pays européens ne sont pas les mêmes. Et qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près les seuls, bon là c'est en train de changer avec l'augmentation des prix des combustibles fossiles, mais nous sommes à peu près les seuls à être dans une situation de déficit extérieur important. Ni l'Italie, ni l'Allemagne, ni l'Espagne, etc. ne sont dans cette situation. C'est-à-dire que forcément, les Français parlent en permanence de protectionnisme, de taxes aux frontières, de taxes carbone, de géants industriels européens. Mais parce que nous avons des intérêts dans ce sens-là, mais ce n'est pas le cas de la plupart de nos partenaires, et c'est pour ça que l'Europe bouge si lentement sur ces sujets-là. Donc oui, bien sûr qu'il faut continuer à se battre au niveau européen, le rapport de force européen, etc. Mais si nous ne commençons pas à agir nous-mêmes, je crois que dans 10 ans, nous serons encore dans cette situation, mais d'une situation qui sera encore plus catastrophique du point de vue social et économique dans le pays. Donc le levier européen est tout à fait activé, mais je crois que si nous-mêmes, nous arrivons, en tout cas avec les moyens que nous avons à notre disposition, à améliorer les choses, d'abord, ça redonnera un petit peu d'éclat à la position française au sein de l'Europe, parce que je veux dire, il ne faut pas se voiler la face, la perte de l'influence française par rapport à l'Allemagne a été quand même très importante dans ces 20 dernières années, notamment sur le plan de la compétitivité, donc un peu plus de place, de poids à la France. Et deuxièmement, je crois que, étant donné les réalités internationales, disons des avantages comme la résilience, comme le fait d'avoir une empreinte environnementale pas trop forte, etc., va faire partie des critères qui vont devenir plus importants quand les différents pays européens vont se juger les uns les autres. Donc je crois que de toute façon, l'Europe, contrainte ou non, va devoir se diriger dans cette direction. Là, on a eu l'avertissement avec la Russie, mais nous savons que la Chine risque quand même un jour de lancer des hostilités vis-à-vis de Taïwan. Et si nous coupons le commerce avec la Chine comme nous l'avons fait avec la Russie, c'est un effondrement industriel de beaucoup de pays européens. Donc même l'Allemagne, qui a quand même le plus d'avantages à commercer avec la Chine, réfléchit à ces choses-là. Donc allons dans cette direction, parce que je crois que c'est la direction que de toute façon prendra l'Europe à terme, parce que le monde est devenu de plus en plus hostile. Mais n'attendons pas l'Europe pour commencer à faire des choses, parce que l'Europe va mettre beaucoup de temps à changer de trajectoire, et que nous avons un besoin plus urgent que les autres de changer de trajectoire, à mon avis. Mais c'est vrai que c'est une question compliquée. Alors, juste un petit commentaire suite à le commentaire de Madame sur la santé. Moi, je suis médecin, donc c'est un domaine que je connais bien. Et je pense que aussi dans la médecine, on a besoin de sobriété. On est actuellement en France dans un déficit terrible avec des soignants qui ne sont pas payés, avec un manque de soignants. Et d'un autre côté, on est le pays qui a l'accès le plus à de nouveaux médicaments extrêmement chers, qui sont tous fabriqués hors France. Mais des médicaments, vous ne pouvez pas vous rendre compte, il y a des médicaments qui coûtent 300 000 €. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites en termes de sobriété, de remettre, on va dire, peut-être plus d'humain et moins de technologie dans la médecine et de technologie qui est importée. Merci. En fait, c'était pas tellement c'était une remarque sur le marquage carbone qui effectivement est très intéressant, mais qui exclut le côté matière. Et je pense que l'empreinte globale est un élément très important pour un certain nombre de produits que nous consommons aujourd'hui. Je pense que ça, c'est important. Mais en tout cas, moi, j'essaye autant que faire se peut, quand j'achète quelque chose, d'interpeller les personnes en leur demandant d'où ça vient, où ça a été fabriqué, etc. C'est peu de choses, hein, mais bon, généralement, les gens ne savent pas. Mais je trouve que ça sème un peu, ça peut semer quelque chose dans la tête des gens. C'est une très bonne initiative, effectivement. Mais juste pour le... Oui, pour l'impact environnemental, c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur le carbone, mais il ne faut pas oublier... Vous savez que les questions de biodiversité, mais aussi tous les cycles, le cycle de l'azote, il y a, disons, beaucoup de ce qui sont appelés les frontières planétaires qui sont, disons, plus ou moins en danger. Et ça, c'est lié à notre consommation matérielle en général.
Il y a des, je veux dire, par exemple, les produits informatiques, en termes d'émissions carbone, c'est quand même pas énorme. Enfin, je veux dire, relativement à d'autres consommations. Mais en revanche, en termes d'emprise au sol liés à l'extraction, etc., il y a des effets qui sont non négligeables sur les écosystèmes dans certains endroits, etc. Donc bien sûr, la question doit être globale, mais la grosse difficulté, c'est que le carbone, c'est pas facile, mais c'est, disons, plus simple à mesurer, alors que toutes les autres atteintes sont plus compliquées. Et c'est pour ça que j'ai parlé de l'empreinte matière, qui est en fait, qui est, je veux dire, qui est une simplification énorme, mais qui en gros permet de comprendre pour chaque personne notre consommation est liée à quel volume d'extraction de matière. Donc biomasse, c'est tout ce qui est élevage, produits alimentaires, bois, etc. Métaux, tous les métaux dont nous avons besoin pour nos appareils, minerais non métalliques, surtout du sable, des graviers, etc. En gros, c'est surtout pour faire du béton, et les combustibles fossiles, pour l'énergie bien sûr, mais également pour le plastique, le bitume, etc. Et donc ça donne une approximation de notre empreinte, disons, sur les écosystèmes à travers la planète. Et je rajouterais peut-être la matière humaine aussi. Enfin, moi, ça me gêne de consommer des produits où l'agriculteur ne peut pas en vivre, ou d'aller dans un hôpital où une infirmière voilà, n'a pas suffisamment pour vivre décemment. Moi, ça me gêne, et j'aimerais bien que dans le juste prix, il y ait aussi ça, voilà, ou que la personne qui nous sert soit justement rémunérée. Pour le juste prix, je veux dire, c'est très important. La grande distribution, les Français sont champions de la grande distribution, mais la grande distribution nous a habitués, je veux dire tout le monde, hein, classe populaire compris bien sûr, et je veux dire les classes populaires ont besoin de ça étant donné toutes les contraintes sur le pouvoir d'achat, mais ils nous ont habitués à payer des prix qui ne sont pas effectivement le juste prix. Le rapport de force entre, je crois qu'en France, il y a quelque chose comme 4 centrales d'achat et... il y a 4 centrales d'achat qui doivent faire 80 ou 85%, et ensuite il y a les autres qui sont moins importantes. Et les centaines de milliers d'exploitations agricoles fait qu'effectivement, nous acceptons, je veux dire collectivement, que les agriculteurs soient payés des rémunérations qui ne sont pas justes et pas honnêtes. Et en même temps, à côté de ça, je veux dire, il faut se rendre compte aussi que nous finançons ces modes de vie, c'est-à-dire que la grande distribution bénéficie, comme toutes les entreprises, des exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires, et il y a surtout des bas salaires dans la grande distribution, la prime d'activité, etc. Donc nous sommes dans un modèle, encore une fois, où les prix sont subventionnés par ce type d'exonération, et derrière, ce sont les impôts, et notamment les impôts progressifs, qui augmentent. Et vous avez mentionné à un moment l'effet d'une espèce d'exemplarité des catégories socio-professionnelles favorisées ou supérieures, avec une sorte de ruissellement comportemental sur l'ensemble de la population. Et je voudrais à cet égard, est-ce que vous avez, dans votre livre ou dans vos travaux, regardé un peu par ordre décroissant quels sont les biens justement sur lesquels cet effort de réduction de consommation de produits industriels ou de produits à forte empreinte énergétique se portent, voilà. Alors, la difficulté, c'est que, vous avez peut-être remarqué, j'essaye de regarder justement les différents aspects du problème. Si on prend juste du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, le levier numéro 1, c'est clairement la mobilité. C'est ça qui est numéro 1. Mais ce que j'essaye de voir, c'est aussi quels sont les avantages en termes de relocalisation, quels sont les avantages en termes de moins de contraintes sur le pouvoir d'achat, et disons tout pris ensemble. Donc là, je crois que les leviers sont multiples. Mais pour la question de l'exemplarité, on se rend compte quand même que la plupart des produits, ou des équipements, etc., se diffusent dans la population en commençant par les classes supérieures. Il y a les enquêtes de marketing qui essayent de cibler, par exemple, ce qu'ils appellent les consommateurs pionniers ou les early adopters. C'est donc des personnes qui, en général, appartiennent aux classes supérieures et qui sont les premiers à utiliser des équipements, des appareils, des nouveautés, qui ensuite le diffusent, etc. Et petit à petit, ça s'impose à tout le monde parce que la société change aussi. Si aujourd'hui, on a besoin...
pas tout le monde, mais si l'immense majorité de la population a besoin d'un téléphone portable, d'un smartphone, c'est parce que la société s'est réorganisée autour de ça. Aujourd'hui, les services publics, c'est de plus en plus difficile d'accéder aux services publics sans avoir un accès à Internet et notamment un smartphone. Mais sinon, pour les ordres de grandeur en termes de consommation, c'est peut-être aussi à avoir en tête. C'est dans les études de Lucas Chancel pour la France. Si on prend la moitié la plus pauvre dans la population française, la moyenne par individu d'émissions de gaz à effet de serre, c'est 5 tonnes. Si on prend les 10% les plus riches, sans doute une bonne partie d'entre nous, c'est 25%. Voilà, c'est l'avion. Oui, c'est quand vous voulez les leviers les plus activables rapidement, en tout cas pour les classes supérieures, c'est sûr que c'est l'avion. C'est 25 tonnes. Donc il y a quand même un gros écart. Et quand on regarde dans le détail, il y a donc l'avion, mais même la consommation textile, la consommation d'équipements, etc., c'est toujours 2 ou 3 fois plus élevé chez les classes, chez le petit nombre qu'au sein du grand nombre. Et ce qui est intéressant, c'était dans un rapport du Sénat, c'est qu'en proportion de la consommation importée, elle est plus forte chez les classes supérieures que chez les classes populaires. Pas en valeur absolue bien sûr, mais même en proportion. Ça doit être quelque chose comme 12 ou 13% je cite de tête, 12 ou 13% chez les 10% les plus pauvres de consommation importée en termes de valeur ajoutée, mais plutôt autour de 14-15% pour les classes supérieures. Donc même là-dessus, les classes supérieures ont sans doute un effort plus important à faire. Allez, vas-y. On va laisser une spectatrice faire la conclusion. Non, ce n'est pas la conclusion. Finalement, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à regarder comment vivent les classes populaires? Parce que, bon, je vais vous donner un exemple très concret. Puisque je vis, je suis d'origine paysanne. Quand je vais là-bas dans mon Lot-et-Garonne natal, les gens qui m'entourent, ils ne vont pas acheter des ananas. Les gens qui m'entourent, ils vont chez le voisin acheter les tomates et les aubergines et les courgettes, enfin, les légumes de saison. Ils ne vont pas aller, si vous voulez, acheter des produits importés parce que c'est beaucoup trop cher. Un autre exemple, quand il y a eu le problème de l'énergie, aussitôt, ils se sont réorganisés. C'est-à-dire que, par exemple, certains villages ont mis en place des mini-cars collectifs. Bon, je veux dire, il y a eu beaucoup d'initiatives récemment pour justement économiser, enfin faire face à l'augmentation des prix, etc. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à aller un peu creuser ces modes de vie? Parce que quand on n'a finalement pas trop d'argent, parfois on a aussi des idées. C'est effectivement quelque chose... je veux dire, c'est un enjeu fondamental. Toute la difficulté, c'est donc autour de ce terme de sobriété. Je prends le terme sobriété comme une démarche active, disons une démarche active en vue d'un bien. Si aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que c'est bien pour l'environnement ou parce que j'ai l'impression que c'est bien pour le pays de moins consommer par exemple de textiles ou véhicules, etc., que j'ai cette démarche, c'est une démarche de sobriété active. Mais en revanche, il faut pas confondre ça avec la contrainte. On entend le gouvernement parfois parler de sobriété subie ou sobriété imposée. Je crois que c'est un problème parce que ça dénature un petit peu le terme. Les gens qui n'allument pas le chauffage pendant l'hiver, en général, ne sont pas en une situation de sobriété active, ils sont en situation de pauvreté. Ou si jamais cet hiver, nous sommes obligés de couper l'électricité parce que nous n'avons pas suffisamment de gaz ou de centrales nucléaires, ça ne sera pas de la sobriété active, ça sera de la pénurie. D'accord ? Donc, toute la difficulté pour ce que vous dites, c'est de voir effectivement en quoi, et ce sont des réalités, les classes populaires mettent en œuvre des stratégies ou ont des modes de vie qui sont, d'ailleurs ça se voit dans les chiffres, beaucoup plus sobres que les modes de vie des classes supérieures, et en même temps tenir ensemble le fait qu'une partie de ces modes de vie est aussi contraint, et contraint par des situations de précarité. La précarité énergétique donc, dans le logement, c'est 12 millions de personnes touchées en France. Et en général, c'est des personnes, pour
l'amélioration, par exemple, de l'isolation thermique des bâtiments pourrait permettre à ces gens-là de mieux se chauffer et non pas de continuer à se chauffer à 15 ou 14, etc. Donc toute la difficulté, c'est de tenir ensemble le fait qu'il y a des choses à aller chercher, à regarder et sans doute à imiter dans le mode de vie d'une bonne partie de la population qui est beaucoup moins représentée effectivement dans les médias, à l'Assemblée nationale et autres. Et en même temps, ne pas oublier qu'une partie de ces modes de vie sont aussi contraints et que les gens le font disons, c'est pas toujours un libre choix. Et donc toute la difficulté, c'est d'arriver à avoir des modes de vie plus sobres qui ne soient pas non plus une contrainte et une nouvelle contrainte pour toute une partie de la population. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, je crois, qui est insuffisamment exploré, de se demander comment est-ce que vivent les gens qui, vivent de manière sobre et pas forcément de manière contrainte, mais parce que effectivement, Pardon ? Oui, qui s'organisent, le covoiturage, enfin, il y a plein de stratégies qui sont mises en place. Mais c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui, enfin, là où je vois, disons, en dehors de Paris, c'est avec l'augmentation des prix de l'essence, c'est effectivement du covoiturage, ne plus rentrer chez soi à la pause de midi pour moins prendre le véhicule, etc. Rouler à 60 au lieu de rouler à 90, des choses comme ça, mais qui sont quand même des choses aujourd'hui subies. Ensuite, c'est sans doute disons, une direction dans laquelle on a intérêt à aller, mais toute la question, c'est de savoir comment faire ça sans que les gens le vivent trop mal. Ouais. Bon. Ah oui, non, ça c'est... Mais... Bon, la contrainte ici, elle est horaire. Nous sommes obligés de nous arrêter. Donc, merci beaucoup, Benjamin, pour ces échanges. Merci. Il y a effectivement tellement de sujets à aborder.